Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Et le sujet de cette semaine, nous allons parler de la tarification de l'eau. Tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. On a un sujet qui est pas mal d'actualité dans la MRC Rocher-Percé et même dans le comté de Gaspé. On n'a qu'à penser à l'importance de l'eau en ce qui concerne le développement du pétrole à Gaspé. Alors, on va toucher un peu ce sujet-là. Et question d'introduire le tout, tu as quand même quelques statistiques à partager avec nous et quelques informations que je crois vont être très pertinentes pour introduire le sujet. Exactement. Donc, l'eau nous entoure, mais on prend peut-être pas assez conscience de son importance et du fait que dans plusieurs parties du monde, en fait, on doit payer l'eau potable. Donc, des statistiques intéressantes. On pense toujours que c'est l'industrie qui l'utilise le plus. Les gens disent souvent, ouais, mais on devrait faire payer les usines, c'est eux qui la prennent. Mais la situation est tout autrement. Par exemple, en 2010 au Québec, les ménages utilisaient 55% de l'eau. Si on parle au niveau commercial, c'était 16%. Au niveau industriel, seulement 12%. Et les pertes, 19%. Mais si on se transporte à Montréal, le taux de fuite est de 35%. Ça, c'est incroyable. Ça m'a vraiment impressionné. C'est pas pour rien que c'est une priorité d'essayer d'arranger cette situation-là, Ben d'investir oui. beaucoup d'argent pour être 35% qui part tout simplement. C'est énorme, là. Mais Donc, 55% pour les ménages, il y a une prise de conscience là. Hein? oui, moi, j'étais vraiment certaine que c'était l'industrie et comment on utilise notre eau dans les ménages. 30%, c'est les toilettes. Donc, c'est quand même énorme. 30% pour les soins d'hygiène, 30% pour le lavage et le nettoyage et 10% pour l'alimentation. Et vous donner aussi une idée, c'est que ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Par exemple, à Montréal, une personne va dépenser 1000 litres d'eau par jour et à Ottawa, 415 litres. On parle de plus de la moitié moins. Et en France, 150 litres d'eau par jour. Donc, c'est clair qu'il y a des endroits que c'est payant et d'autres non. Là. On voit qu'il y a des endroits qui abusent davantage. Par exemple, en Alberta, une personne me disait que dans les mois d'été, ça peut te coûter 300 $ par mois juste pour ton eau. Donc, je pense qu'il est vrai de dire qu'au Québec, on vit dans l'abondance et puis on n'est pas habitué à avoir de restrictions sur notre consommation avec les statistiques qu'on découvre aujourd'hui. Exactement. C'est très, 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 très spécial. Et puis, quelques faits maintenant? Oui, bien, il y a quand même des moyens qu'on peut utiliser pour réduire notre consommation d'eau. Par exemple, ne pas arroser le gazon. On parle, si on coupe le gazon et qu'on garde l'herbe fraîchement coupée, ça garde une certaine humidité. Donc, on ne sera pas obligé de toujours l'arroser et de le couper à seulement 6 cm. Là. Donc, c'est des trucs qui peuvent aider parce qu'il y a des gens qui arrosent beaucoup leur gazon et leur asphalte. Oui, j'allais le dire, hein, arroser l'asphalte, je l'ai vu souvent moi aussi. C'est un passe-temps au Québec. Donc, mais ceux qui aiment avoir un green devant la maison, on fait quoi avec ces clientèles-là? Parce qu'il y en a qui aiment vraiment avoir le 6 cm est loin d'être suivi, là. Bien, exactement. Il y a un changement de mentalité à faire aussi. Quand toute ta vie, l'été, tourne autour de ton gazon, peut-être tu devrais diversifier tes activités, puis moins accorder d'importance à la couleur de ton gazon. Mais il y a quand même des trucs écologiques là, pour aider. L'eau, ça peut être une belle façon aussi de faire fondre la neige. Hein? Oui. Hein, on laisse la hausse dans le banc de neige pour que ça diminue plus vite. C'est la période, là. Ça, c'est conseillé aussi? J'avoue que, en faisant la recherche, j'ai appris qu'il y a des gens qui font ça. J'ai dit, mon Dieu, on fait vraiment ça pour enlever la neige? Donc, je l'ai vu souvent, moi. C'est particulier. Oui. Donc, c'est peut-être dans les choses à ne pas faire. Peut-être, hein? Elle va finir par fondre la neige. Oui. Laver une voiture, bon, si on lave avec un seau et du savon, on va économiser 300 litres d'eau. Ah, c'est des chiffres qu'on n'est pas porté à analyser, mais c'est impressionnant, 300 litres d'eau, c'est vraiment pas négligé, oui. Puis il y a des produits sans eau maintenant qui sont efficaces. Exactement. Moi, je les ai essayés, ça s'appelle Sans eau. Je ne peux pas faire de publicité à un magasin à Gaspé à grande surface. Et puis, je crois qu'il est disponible sur d'autres marchands aussi. Et puis, carrément pas d'eau, chiffon, push-push. Ah, dans l'émission RPM à VTL, il faisait la promotion de ce produit-là là, il y a 2 ans de ça. C'était utilisé, puis c'est sûr, si tu arrives de la chasse, puis tu as un pouce de vase sur la camionnette, là,
c'est Peut-être problématique. que ça a ses limites. Mais oui, c'est ça, mais pour un entretien régulier, là, ça fait un job. Non, mais c'est ça, c'est que c'est des trucs qui peuvent aider pour la voiture. Après, bon, ben, je vous parlais de arroser, par exemple, le gazon, tout ça. Il y a près de plus de la moitié de l'eau qui va se perdre en évaporation, en ruissellement, parce que dans le fond, il y a trop d'eau, puis c'est un excès. Donc, il y a beaucoup de gaspillage. Une goutte d'eau qui fuit le robinet, ce qui est assez fréquent, ça entraîne un gaspillage de 10 000 litres par année. Puis là, on dit une goutte d'eau par seconde. seconde. On ne parle Voilà. pas des gouttes d'eau qui... À Voilà. 5 à 6 gouttes la seconde. Une seconde, c'est ça. 10 000 litres, c'est incroyable. C'est énorme. Moi, ce qui m'a énormément impressionné, c'est une toilette qui coule après qu'on a flushé, là, en bon Oui. français, la toilette. Des fois, le réservoir, ça continue à couler. Ça peut gaspiller 200 000 litres d'eau par année. C'est énorme. Puis, si vous voulez vérifier, un petit truc que j'ai lu, on verse du colorant alimentaire dans le réservoir, puis on voit si ça traverse dans la toilette. Vous allez savoir si ça continue de couler après. Puis si jamais on est amené à changer de toilette, parce que c'est pas quelque chose qu'on est porté à changer régulièrement, mais il s'offre vraiment des toilettes beaucoup plus performantes maintenant. Même on a découvert des choses ensemble en préparation d'émission, hein? Il y a des toilettes avec 2 boutons. Oui. Voilà. Donc, pour chacune des occasions, sans faire de détails. Je te laissais Et puis, expliquer la c'est chose. 6 litres au lieu de 18 litres. Donc, c'est Il y a quand des même... toilettes qui sont quasiment des piscines. Là. Quand tu les flushes, il faut que tu t'éloignes pour t'aspirer là, tellement que le tourbillon est fort. Non, mais Tu c'est vrai images comme très même. bien la situation. Puis moi, j'ai resté surpris quand j'ai eu à magasiner parce que premièrement, des 18 litres, il s'en fait pratiquement plus. Et puis, ils sont vraiment ultra performantes. Au design, il est tout aussi efficace. Là. Voilà, donc... De ne pas avoir peur. C'est pas parce qu'il y a moins d'eau qui vont moins bien fonctionner. Voilà, j'aime ta façon de l'expliquer. Il y a aussi les pommes de douche, au lieu de 18 litres à la minute, ça va être 9 litres. Donc, c'est des moyens quand même intéressants là, qui peuvent être adoptés. Mais ça, par exemple, je suis moins positif sur cet aspect-là. Je l'ai essayé, là, puis je suis revenu à la 18 litres. Oui, non, c'est pas tout le monde qui aime. Là. Moi, infuser à l'eau pour me rincer, là. Non. Non, merci. Non. Puis j'exagère pratiquement pas. Il y en a qui exagèrent. Hein, je veux dire, oui, non, c'est sûr qu'on quand économise ça fait une l'eau. demi-heure que tu es en dessous de la douche puis tu n'es pas encore trempe, là, il y a un problème. Il y a effectivement un problème. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de ressortir les arguments pour et contre sur un encadrement, disons, sur un contrôle plus rigoureux de Est-ce notre... qu'on devrait faire payer l'eau, dans le fond? Ou carrément, parce qu'il y en a en masse, ben c'est une ressource qui appartient à tout le monde. Puis bar open, de toute façon, les rivières coulent, on ne réussit pas à tout récupérer ce qui descend dans la rivière, donc c'est une perte, ça s'en va dans la mer. Je l'ai entendu cet argument-là, c'est pour ça que je l'ai amené tout de suite. Donc on va y aller tout d'abord par les arguments pour un contrôle plus restreint sur notre consommation. Donc naturellement, ça éviterait le gaspillage. Je pense que à prime abord, ça peut être le premier argument qui va ressortir. Bien, on a nommé des exemples assez flagrants, là, faire fondre des bancs de neige, mais ça peut aller aussi du geste banal qu'on fait un peu tous, brosser les dents, tu laisses le robinet ouvert, ou tu laves des choses, tu laisses ouvert pendant que tu vas chercher d'autres choses. C'est un peu rendu machinal, ces gestes-là, on y pense pas, mais oui, c'est sûr que ça gaspille de l'eau. Si ça serait payant, je pense c'est le genre de choses qu'on ferait peut-être pas, là. Est-ce qu'on serait porté à dire qu'il y a une certaine conscience, d'être conscient que c'est pas gratuit de s'offrir une eau potable dans chacune de nos municipalités? Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont installées par nos municipalités. On paye des taxes en fonction de pouvoir avoir une eau potable et de penser que ça coûte rien lorsqu'on ouvre le robinet, ça représente vraiment pas la réalité, hein? Bien, exactement. C'est sûr que l'eau en tant que telle, oui, c'est gratuit. Mais comme tu le dis, il y a quand même pour la rendre potable, pour tous les tuyaux qui l'amènent. Ne serait-ce que la contrôler. La contrôler. Puis après qu'elle est utilisée, bon, évidemment, il faut l'assainir pour ne pas rejeter ça comme ça dans la nature. Donc, toutes ces choses-là ont des coûts, puis il faut constamment moderniser les infrastructures. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de coûts associés, mais de continuer à rendre ça gratuit, bien, c'est peut-être pas réaliste, là. On en est très conscient, d'autant plus dans le secteur de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Là, on est en pleine période de mise à niveau de notre assainissement des eaux et ça coûte très cher. Il y a eu beaucoup d'argent d'investi. Ça va faire une dizaine d'années que ça nous arrive de laver notre linge avec de l'eau brune. C'est un problème qui est en train de se régler par contre et ça a coûté là, une petite fortune. Là, c'est plusieurs millions de dollars. Là.
Ben oui, il y a quand même, quand on entend parler des avis d'ébullition, et oui, tout le monde... On a appris à vivre avec, là, mais ça achève. Là. Mais c'est ça, se laver dans de l'eau, c'est d'une couleur douteuse. Oui, c'est sûr que c'est pas intéressant, mais ça fait prendre conscience, comme tu dis, que c'est pas magique. Là. Il faut travailler pour avoir de l'eau potable. Et même ceux qui n'ont pas le service d'Aqueduc et que c'est pas tout simplement payé sous forme de taxes de la part de chacun des contribuables, ceux qui ont des, des puits artésiens ou des comment est-ce qu'on appelle ça, fosses septiques. Oui. Donc, eux, d'une manière ou d'une autre, se doivent d'investir sur leur terrain autour de leur propriété, puis justement pour être aux normes, être convenable par rapport aux normes environnementales auxquelles on se doit de se soumettre, là. Oui, puis ils doivent aussi faire tester leur eau régulièrement. Donc, pour certains disent que c'est une forme d'injustice. Pourquoi moi j'ai un puits, je suis obligée de payer, puis toi à côté, ben, tu as de l'eau potable, puis tu payes pas. Donc, ça rendrait les choses plus justes entre les différents citoyens. Là, on aborde beaucoup la question de la consommation en tant que telle, oui. Mais c'est aussi une ressource qui est très importante de protéger, même si pour nous, les Québécois, c'est quelque chose d'abondant. Il suffit simplement d'écouter un peu les nouvelles internationales pour prendre conscience là, que c'est pas partout dans le monde où l'eau est en grande quantité comme c'est au Québec. Là. Bien, c'est important, c'est ça. Oui, on est chanceux ici au Québec, on peut avoir... On est même privilégié. Privilégié, l'eau est abondante, on peut avoir l'hydroélectricité, etc. Beaucoup de gens nous envient. Mais c'est pas une raison pour gaspiller en se disant, ben ouais, mais il y a des rivières partout, puis on est entouré d'eau. Il y a une espèce de conscience sociale, humanitaire qu'on doit adopter, de se dire, par humanité, pourquoi gaspiller c'est un peu comme si on gaspillait de la nourriture, puis à côté, t'as un pays qui meurt de faim. Il faut avoir une espèce de conscience sociale, d'être conscient de notre chance et justement ne pas le gaspiller. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir les prochaines guerres, là, au lieu d'être des guerres de pétrole, ça risque d'être des guerres pour l'eau. Donc, on s'en va vers ça. On est chanceux, mais justement, prenons notre chance et ne gaspillons pas cette eau-là, là, ne serait-ce que par conscience. D'où la logique, tranquillement pas vite, d'amener un concept d'utilisateur-payeur. Oui. Donc, c'est sûr que c'est un concept logique quand on regarde ça, parce que bon, c'est sûr que ça intéresse personne de payer. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même les personnes qui gaspillent le plus qui vont payer le plus. C'est un concept quand même qui est juste en ce sens que si tu fais très attention, tu peux t'arranger par une facture assez raisonnable. Ou même, à la limite, les gens m'écrivaient sur Facebook, il faudrait qu'il y ait une espèce de minimum que rendu jusqu'à tant de litres d'eau, tu ne payes pas. Mais dépasser ça, là, c'est que c'est considéré que tu gaspilles, bien là, tu payes. Si on parlait peut-être d'adopter quelque chose comme ça serait une alternative intéressante. Là. De façon à peut-être pénaliser ceux qui n'ont pas nécessairement d'énormes ressources financières. Là. Oui, parce qu'il ne faudrait pas pénaliser ni les familles à faible revenu, ni les grandes familles. Parce qu'évidemment, si tu es 8 dans une maison, tu vas utiliser beaucoup plus qu'une personne toute seule. Donc, en ayant comme ça là, une espèce de minimum, là, oui, ça pourrait aider les familles à faible revenu. Là. Puis d'y aller sans avoir de contrôle du tout, ça devient très difficile de gérer là, le gaspillage et puis d'avoir une vision aussi, puis une conscience de notre consommation. Ça pourrait amener à certaines statistiques et nous faire prendre conscience de la façon avec laquelle on la consomme et puis on l'utilise. Hein. Ben, je pense sans contrôle, ben, on consomme. Puis, si on avait une espèce de compteur d'eau, je pense qu'on ferait peut-être le saut. Puis juste les statistiques qui montaient, qu'on disait, bon, c'est une toilette fuie, etc., moi, je me disais, ça m'a surpris. Bien, c'est ce qui était intéressant dans l'introduction avec les statistiques, c'était comme une genre de prise de conscience, là, que l'eau, les Québécois, on a la réputation d'être des grands consommateurs. Je ne dirais pas gaspilleurs, parce que c'est pas vrai de dire que l'ensemble de la population, il y a quand même des gens qui sont quand même consciencieux. On en voit de moins en moins qui arrosent leur sphalte, là. Puis il y en a même qui ont le courage d'arrêter, de baisser la fenêtre et leur demander le pourquoi de la chose. Et l'argumentation n'est pas toujours facile. Ça pousse pas fort de l'asphalte. J'ai même des amis qui font ça, là, c'est pas des farces. Là, non, mais mais aussi, comme les gens, il y a des gens qui vous lavent leur voiture pratiquement chaque jour. C'est assez... c'est intense. Donc, il y a peut-être des...
Ou à la limite, si la personne elle veut laver sa voiture tous les jours, ben peut-être qu'il faudrait qu'elle paye en bout de ligne. Là. Puis il y a des gens qui voient ça comme un scandale d'avoir à payer pour l'eau parce qu'elle est propriété de l'ensemble des Québécois et elle est en abondance. Mais on n'a qu'à penser à ce qui apparaît souvent dans nos circulaires à la maison lorsqu'on reçoit des spéciales de vente de petites bouteilles d'eau qui semblent être un grand succès pour plusieurs de nos épiceries de la région. Et il y a beaucoup de gens qui en consomment de cette eau-là. Ils semblent être prêts, ces gens-là, à payer pour avoir des petites bouteilles d'eau. Donc, le fait de payer pour l'eau, c'est pas nécessairement un concept qui est exclu par la majorité des gens. Donc, je pense que de payer l'eau à boire, je pense que les gens, à la limite, peuvent être à l'aise avec ça. C'est juste payer l'eau de la toilette, peut-être ça. Okay. Mais c'est quand même difficile à croire que les gens acceptent aussi facilement de payer pour des bouteilles d'eau. Moi, ça m'étonne. Mais pour beaucoup de pays, eux, ça les fait rire de voir qu'on a de l'eau gratuite potable, puis tu t'en vas quand même acheter des bouteilles. Exactement. Mais ça dépend... Parce qu'on dit que l'eau n'est pas bonne. Ben, moi, j'entends ça comme discours. Il faut faire attention. Il y a des bouteilles d'eau, c'est carrément de l'eau d'aqueduc d'une banlieue de Montréal qu'on va filtrer puis qu'on va mettre en bouteille. Ça, dans ce cas-là, je me dis, bon... Parce que l'eau de Montréal est considérée comme une des meilleures au monde, en passant. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est bénéfique ou pas? Mais par contre, il y a d'autres eaux qui auraient des vertus, l'eau distillée, etc. On s'entend-tu qu'au niveau marketing, c'est tout un exploit, là? Je veux dire, à quelque part, c'est une belle façon de faire de l'argent rapidement. Bien, quand tu prends la peine de regarder ta bouteille d'eau, là, regarde d'où elle vient. OK, oui, il y en a qui viennent d'un escar dans le nord du Québec, mais si tu regardes, puis embouteillé à tel endroit, puis des fois, tu restes bête, parce que dans le fond, tu bois de l'eau d'aqueduc, puis tu pourrais boire la tienne qui, théoriquement, elle est bonne à boire, sauf s'il y a des avis d'ébullition. À l'heure actuelle, où on se parle, là, tant qu'on ne sera pas en période de fonte des neiges accrue, l'eau, ça fait plusieurs semaines qu'elle est tout à fait potable là, dans le secteur de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Je parle pour le secteur que je connais, bien sûr. Là. Dans le fond, hein, c'est une conscientisation plus globale et plus importante où on veut en arriver comme objectif. Là. Moi, exactement. Là, c'est sûr que les gens, c'est moi la première, là, je bois de l'eau en bouteille, je m'en cache pas. De l'eau que je prends en Gaspésie, par contre, qui vient d'ici. Bon. Pour des raisons que moi, parfois, l'eau d'aqueduc, même s'il n'y a pas d'avis d'ébullition, j'ai un système fragile, puis ça peut me rendre malade. Donc, je prends pas de chance. Mais il y a des gens pour qui ils ont bu de l'eau d'aqueduc toute leur vie, ils n'ont jamais été malades de leur vie. Donc, c'est un choix personnel aussi. Mais moi, quand on fait payer l'eau potable à boire, tu sais, je pense que c'est dans la logique des choses. C'est comme l'eau qu'on achète en bouteille. Là. Allons-y maintenant sur les arguments qui seraient plus, disons, bar open. Oui. Hein? Nous avons la chance d'avoir cette ressource naturelle en abondance. L'approvisionnement en eau n'est pas menacé. On n'a qu'à penser au Saint-Laurent. C'est un peu ce que je disais en début d'émission. Oui. Elle coule d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas toute la récolter. À quoi bon l'aménager? C'est un argument qui se défend. On est entouré d'eau. Difficile de faire croire aux gens que c'est une ressource menacée. Elle est partout. Mais comme on le disait, c'est pas si simple que ça, parce que chaque fois qu'on veut aller chercher des sources d'eau, des fois, on peut briser un peu l'écosystème dans lequel on est en train de prélever l'eau. Après ça, il va falloir l'assainir, la remettre dans l'écosystème. Dans le fond, plus on prend de l'eau, plus on risque de faire des dommages environnementaux. Puis oui, elle est partout, mais c'est pas aussi simple que tu prends un lac, puis à l'autre bout, puis tu as un verre d'eau. Tu mets un robinet au bout, puis... Non, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de contrôles, beaucoup d'infrastructures qui vont faire que tu vas avoir un verre d'eau potable en bout de ligne. Pour bien comprendre le cycle de l'eau qu'on a appris, là, je pense que c'était fin du primaire, début secondaire, là, il y a un cycle à tout ça, et puis l'environnement joue pour beaucoup, puis ça tombe pas exclusivement du ciel. Là. Exactement. Donc, on a beau avoir des rivières partout, là, mais n'empêche que c'est pas une ressource si facile à aller chercher. Là. Il y a des gens qui disent que notre eau, c'est comme le pétrole des Québécois. Bien, comme je le disais, là, plus ça va aller. Malgré qu'ils ont trouvé un peu de pétrole, là. Aussi. Mais c'est une richesse, disons, on va le dire autremment, une richesse de grande valeur qui est sous-estimée. C'est le même que je pourrais peut-être te présenter. Oui, c'est... Mais il ne faut pas oublier non plus que, oui, bon, on est entouré par la mer, là, mais là, on parle d'eau douce. Là. Il n'y en a pas tant que ça à travers le Canada. Il y en a, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui oublient que le Saint-Laurent, c'est de l'eau douce, là. Non, c'est ça, alors... Il y a des gens qui... Donc,
Pour beaucoup de gens, c'est genre, ben là, la mer est à côté, c'est pas simple de prendre de l'eau de mer, de la dessaler, de la rendre potable. On est en train de travailler là-dessus. Parce que si c'était possible de le faire facilement, il y a beaucoup de pays qui ne mourraient pas de soif en ce moment. Donc, à l'heure actuelle, ceux qui marchandent le coût de l'eau, c'est pas une belle façon pour eux autres de faire de l'argent facile? Bien, c'est sûr que c'est un marché. Et on a peur que ce qui va se produire, ça va être un peu comme Hydro-Québec, qui a un certain monopole. Donc, on va être à la merci de la compagnie si ça devient le gouvernement ou ça devient privé. On a peur que, dans le fond, on ambitionne sur les Québécois, puis on décide d'un prix, puis tu n'as pas le choix, dans le fond. Ou à la merci de nos municipalités, avec la mise en place soit de compteurs d'eau, d'un contrôle plus serré, de ne plus avoir cette liberté de consommer sans limite. C'est pas toujours facile à digérer pour les gens qui, depuis plusieurs centaines d'années, fonctionnent de cette façon-là. C'est toute une mentalité à changer. Puis des fois, il y en a qui voient, on va rien que payer un petit peu. C'est un peu comme lorsque le recyclage a été mis en place, ça coûtera pas cher, ça coûtera pas cher. Puis au bout de 10, 15, 20 ans, tu regardes ton compte de taxes, puis c'est pas que c'est pas rentable, c'est pas que c'est pas une bonne chose, mais c'était vraiment faux de dire que ça n'allait rien coûter par contre. On l'a peut-être moins vu venir, là, c'est ça. On l'a vu venir. Je connais plusieurs élus pour avoir suivi le dossier pendant les 20 dernières années. Mais quand tu calcules le coût versus la qualité de l'environnement, c'est sûr qu'au bout de la ligne, c'est payant. Mais on présente toujours ça comme... On y va par petits morceaux pour que ça soit plus facile à digérer. Là. Ça pourrait commencer à tant de litres, puis après ça, on coupe. Bien, c'est ce qu'on a peur, c'est que dès que ça va être instauré, ça va être facile après ça. Qui va avoir un contrôle là-dessus? Pour prendre des proportions. Un peu, on parle de l'hydroélectricité, que ça n'a plus de bon sens, ça coûte cher, puis ils en veulent toujours plus. Bien, on a peur qu'il se produise un peu la même chose. Devrait-on plutôt mettre de l'avant les autres solutions, interdire l'arrosage, le trottoir, d'avoir une gestion personnelle plus éclairée? Est-ce qu'on devrait valoriser ces aspects-là? C'est sûr, comme peut-être avant d'en arriver à faire payer l'eau potable, on pourrait d'abord commencer par exemple, mettre des amendes pour des pratiques qui n'ont pas de bon sens. Ou à la limite, comme je le disais, faire payer pour, je ne sais pas, les arrosages qui ne seront pas essentiels. L'arrosage d'asphalte, par exemple, ou de bancs de neige. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait d'abord être fait, qui ne pénaliserait pas l'ensemble des Québécois. Mais la personne qui décide de faire ça, bien, elle saurait qu'il y a un coût à ça. Il y a un prix à payer pour ça. Puis d'essayer de conscientiser l'ensemble des consommateurs que l'eau a un prix. Les industries, il faudrait qu'ils soient conscientes eux aussi de ça. Des fois, on se dit, avec toute la liqueur qu'on peut voir dans le marché, l'ingrédient principal pour faire ce genre de boisson-là, c'est du lait. C'est de l'eau, je crois. Hein? C'est de l'eau. C'est omniprésent partout. Si on parle des alumineries qui consomment énormément d'eau. Oui, un bon exemple. Ici, les pêches. Les usines. De poissons. Ils sont créateurs d'emplois, c'est important, mais il ne faut pas oublier leur forte consommation d'eau. C'est délicat parce que si tu décides de mettre un coût, est-ce que ça va freiner l'industrie? Automatiquement, eux, ça va se chiffrer en perte d'emploi. Exactement. On va brandir, oui, mais nous autres, on va mettre à pied des gens parce que l'eau nous coûte plus cher. Donc, l'équilibre est assez délicat quand même. D'autant plus que ça fait des décennies, pour ne pas dire des centaines d'années, que ça fonctionne sur un modèle de gratuité totale. Mais reste que, comme je le mentionnais au début, on rejette ça sur le dos des industries, que oui, il y en a qui gaspillent, mais c'est les ménages là, qui sont vraiment au centre du problème, qui gaspillent le plus d'eau au Québec. Donc, il pourrait y avoir aussi des subventions pour acheter, par exemple, des toilettes à 2 boutons. Exemple. Comme qu'il y a pour on entend Hydro-Solutions, là. Oui. On en voit pour les calfeutrages, les tanks à eau chaude. Les tanks à eau chaude. Excusez le terme. C'est quoi le vrai terme pour une tank à eau chaude? Réservoir d'eau. Réservoir d'eau pour haute température. Voilà. En tout cas, chose certaine, il y a moyen de faire la promotion d'outils qui sont moins gourmands au niveau de la. Il faut changer les mentalités aussi. Là, l'expression, c'est toujours plus vert chez le voisin. C'est ça. Puis, il faut se le dire, il y a bien des gens qui sont payeurs de taxes puis qui nous écoutent à la maison et qui se disent pas une surtaxe, pas encore quelque chose qui viendrait faire en sorte que mon compte de taxes va augmenter. C'est le cas pour les gens de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. L'assainissement des eaux, ça a comme conséquence automatiquement une hausse de nos taxes. Donc, c'est une prise de conscience assez rapide, je crois, que l'eau, c'est loin d'être gratuit. Là. Les gens sont déjà surtaxés. Puis encore une fois, c'est malheureusement souvent les gens à faible revenu, la classe moyenne, qui va en souffrir le plus.
Donc, ça serait intéressant d'avoir quelque chose qui serait peut-être mieux adapté parce que les gens pourraient, par leur conscience sociale, par leurs efforts de ne pas gaspiller, pourraient se dire, ben moi, je ne paierai pas beaucoup. Tandis que si on met un coût fixe pour tout le monde, pour tout, c'est sûr que tout le monde a besoin de laver son linge. Et il y a quand même une base, je pense que ce serait dommage d'aller toucher ça. Parce qu'il faut quand même qu'on vive. Là. Puis nous, on est quand même assez privilégiés. Ici, en Gaspésie, ça n'a vraiment pas été quelque chose qui a été énormément contrôlé. Et puis, ce qu'on voit, c'est plutôt la façon de la traiter et la mise en place d'avoir une eau potable sur le long terme, qu'on s'aperçoit qu'il y a des coûts au niveau des infrastructures. Mais on est loin d'être rendu au compteur d'eau. Et compteur d'eau, ça peut coûter cher d'installer ça. Imaginez installer ça dans chaque foyer. Mais lorsqu'on prend des villes qui ont une plus grande superficie et une plus grande population, le prendre comme que pour exemple la ville de Montréal, les compteurs d'eau, je ne sais pas si les gens suivaient un peu l'actualité, mais c'était toute une histoire, c'était quelque chose. C'est un peu comme la façon de gérer qui a été mise de l'avant par Hydro-Québec. On avait fait une émission là-dessus, tu te rappelles, au niveau des compteurs. Il y a un coût relatif à ça et ça peut être un coût qui dépasse l'imaginaire. Oui, puis c'est nous qui allons se ramasser avec la facture en bout de ligne, donc c'est à ne pas négliger. Ouais. Mais l'éducation là, risque d'être rentable. C'est comme tu dis à tes enfants, je te laisse sortir de telle heure à telle heure, je te fais confiance. Si l'enfant gère de cette manière-là, il garde un certain contrôle sur sa liberté, mais à partir du moment où il déroge et puis qu'on devient plus sévère, c'est nous qui décide de l'heure où il va rentrer, bien là, ça enlève une certaine liberté d'action et puis ça fait une gestion plus sévère, une gestion imposée au lieu d'une gestion volontaire qui est tout à fait marié avec la qualité de notre environnement, notre qualité de vie. Là. Oui, si on peut travailler sur une gestion plus volontaire, c'est sûr que c'est tous les Québécois qui vont mieux s'en porter, où il y a beaucoup de travail de prévention, de conscientisation. Presque tout le monde ont le réflexe de ne pas gaspiller l'eau chaude, par exemple, pour les coûts associés. Donc, tu t'amuses pas à prendre des douches de 30 minutes tout le temps. Donc, de la même façon, on aimerait qu'on ait une espèce de réflexe de se dire « Ah, ben c'est l'eau », ou de fermer les lumières quand tu t'en vas. On aimerait que ça se développe. C'est sûr, si tu n'as jamais payé pour l'eau, ces réflexes-là ne sont pas installés encore. Mais déjà, de parler que ça va être payant, probablement que les gens, tranquillement, pas vite, sont en train d'adapter leur consommation. Alors que le moment que ça va venir, là, il va y avoir déjà un bout de chemin de fait. Là. Mais je crois que la mission de l'émission Le pour et le contre de cette semaine va avoir eu sûrement cet impact-là, du moins de nous ouvrir les yeux sur notre consommation globale et de nous sensibiliser sur les conséquences que pourrait avoir un gaspillage sur le long terme. Exactement. Ça a fait vraiment du bien d'en parler. Oui, hein? La beauté de la chose, c'est que l'émission revient la semaine prochaine. Bien sûr. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine. Avec plaisir.